Le 23 mars à partir de 20h sur ma chaîne Twitch, je vais débuter le jour 1 du marathon de la nostalgie. Et pour ceux ou celles qui ne savent pas en quoi consiste ce marathon, eh bien laissez-moi vous expliquer ça avec une magnifique voix off. À partir du 23 mars à 20h, et ce pour tous les samedis qui suivront, également à la même heure, eh bien on se passera 3 épisodes d'une série ou d'un dessin animé qu'on regardait à l'époque. Par exemple, le 23 mars, sur ma chaîne Twitch, à 20h, on va commencer à regarder iCarly et peut-être qu'on va se passer 3 épisodes. Bien évidemment, si vous avez des idées de séries ou de dessins animés que l'on peut regarder en live, eh bien n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'ai proposé iCarly, mais il se peut que le jour J, eh bien on change de programme et on regarde autre chose. Donc comme tu l'as compris, il est très important de me suivre sur mon Twitch que je t'affiche à l'écran et tu le trouveras même en description. Première ligne de description, c'est mon chaîne Twitch. Va te follow là-bas si c'est pas encore fait. Et en plus, dites-vous que vu qu'on va regarder des dessins animés ou des séries télévisées, et bien vu que souvent il y a des ayants droit, bah je pourrais pas laisser les rediffs ni les mettre en format YouTube. Et bien sûr, si tu veux en savoir plus sur le planning de ce jour-là, et bien n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram parce que là-bas je vous notifie à chaque fois de tout ce qu'on va faire concrètement sur mes streams. Et si tu n'as pas Instagram ou t'as la flemme de créer un compte Instagram, il y a mon serveur Discord que j'ai créé tout récemment. Et ce serveur Discord, en gros, il regroupe toutes les trouvailles de l'époque. Donc si tu es quelqu'un de très nostalgique, et bien tu peux tout simplement aller rejoindre mon serveur Discord. Et en plus, j'invite que mon serveur Discord devienne le numéro 1 en termes de nostalgie. Je veux que toutes les meilleures trouvailles de l'époque soient sur mon serveur Discord. Donc si tu veux contribuer à cette quête, et bien tu sais où me trouver. Bref, vous étiez vraiment nombreux à m'avoir réclamé de vous faire ce résumé de la saison 2 de Basket Tony Parker. Le voici, ça m'a pris beaucoup de temps à écrire parce qu'évidemment, j'ai dû me repasser tous les épisodes. Donc je compte vraiment sur vous pour bombarder de likes. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ceci étant dit, bonne vidéo. Un an plus tard, après avoir remporté la première édition de la Bass Cup, les High Five se feront interviewer par Ali Hoop pour savoir quel allait être le déroulé de la suite pour nos héros. Pour leur premier match, ils affronteront leur futur antagoniste de la série, les Black Pirates. Car oui, rappelez-vous, les High Five avaient remporté leur finale contre les Reptiles lors de la première édition de la Bass Cup. La nouvelle équipe des antagonistes de la série est composée de 5 personnages assez atypiques, car ceux-ci possèdent leur propre playground sur un bateau de pirates et ils se sont habitués à jouer sur une surface très mouvante. Ce regroupement de jeunes comporte Kush et Suck, les 2 muscleurs de l'équipe, Lucretia, la seule fille de l'équipe qui aime faire du basket tout en proposant des biscuits assez bizarres. Nous avons encore le 4ème joueur de cette équipe, High Tech, et pour finir, le capitaine de ce navire, Lucky. Et vous vous demandez sûrement qui s'occupe de coacher cette équipe. Eh bien, je vous laisse découvrir cela de par vos propres yeux. Alors, les tireurs, vous êtes prêts pour tout casser? Parfait, aujourd'hui nous allons humilier Tony Parker et les High Five. Et oui, on dirait que nous avons une fois de plus affaire à Slim Duffy. Et cette fois-ci, celui-ci était prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et bref, revenons-en à nos héros. Ceux-ci devaient affronter lors de leur premier match du tournoi les Black Pirates à domicile à San Antonio chez les High Five. Mais ceux-ci, en arrivant sur leur terrain fétiche, constateront que leur playground était totalement détruit. C'est alors que les antagonistes feront leur apparition sur le terrain des High Five en se moquant de leur terrain délabré. Et les High Five comprendront très vite qu'il s'agissait d'un sale coup des Black Pirates. C'est bête. Vu l'état du terrain, vous allez devoir déclarer forfait. À moins que quoi? Lucky proposera donc aux High Five de jouer sur leur bateau, qui pour le coup effraiera nos héros. Après quelques temps d'hésitation, les High Five finiront par accepter de jouer sur le terrain des Black Pirates, et Lucky proposera donc à Tony Parker de les suivre afin qu'ils puissent tous se diriger sur le bateau de nos antagonistes. Une fois arrivé devant le navire, Tony avertira tout le monde qu'il devait aller chercher une place de parking pour pouvoir garer la tipi mobile. Et les High Five pouvaient donc déjà monter à bord du bateau avant l'arrivée de leur coach. Et dès le moment où tous les joueurs étaient présents sur le navire, sauf Tony, Slim, se trouvant déjà à bord du navire avant l'arrivée des joueurs, lèvera l'ancre et partira sans que Tony Parker ait pu monter à bord du navire. Mais c'est pas possible. Faut qu'on retourne à terre vite. Les High Five, tous choqués de savoir qu'ils allaient se faire kidnapper par les Black Pirates, tenteront tant bien que mal de descendre du navire avant qu'il ne soit trop tard. Mais Slim enclenchera un filet afin d'empêcher les High Five de descendre du bateau, et ceux-ci, pris au piège, n'auront plus d'autre choix que de se plier aux ordres du commandant de bord. Pas pris d'aussi gros poissons. Ils n'ont plus leur précieux coach. T'es complètement cinglé, Slim. On a un match à jouer.
Le match débutera donc avec l'absence de Tony Parker qui réussira par la suite des événements à trouver un moyen de rejoindre le bateau qui s'éloignait du port. Et du côté de nos héros, ils n'arriveront pas à jouer sur leur playground de leur antagoniste car le terrain, je vous le rappelle, est en constant mouvement, ce qui les empêche d'être précis dans leur gestion du ballon. Ils se feront donc distancer de loin au score de 42 points à 2 points et pendant que ceux-ci tenteront de s'adapter aux secousses du bateau, Slim emmènera tous les joueurs présents sur le terrain vers une tempête de mer qui entraînera par la suite des dégâts sur le terrain, rendant ainsi la mobilité sur celui-ci injouable. Lucky demandera donc à temps mort afin d'attendre que les secousses puissent se calmer afin qu'ils puissent reprendre le match dans de bonnes conditions. Pourquoi faire? Vous menez de 40 points. Il faut interrompre le match, coach. On est en pleine tempête. Espèce de sale petit cafard. On arrêtera le match quand moi je le dirai. Allez, reprenez la partie. Tony réussira finalement à monter à bord du navire et prendra les commandes pendant que Slim blâmait son équipe pour avoir abandonné leur match à cause des secousses sur le terrain. Lucky emmènera tous les joueurs présents sur le terrain à l'intérieur du bateau afin qu'ils puissent rester à l'abri et en toute sécurité pendant que Tony dirigeait le bateau vers le port. Ça va les kids? Ici votre capitaine, nous rentrons au port. Tony finira par attraper Slim avec le gros filet des Black Pirates et ramènera le bateau au port. Slim dira que de toute façon, son équipe avait remporté le match d'avance, mais Tony rétorquera en disant qu'il restait une mi-temps à jouer. Les A5 feront donc une remontada face à leur adversaire et finiront par remporter la victoire. Mais si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez à quel point Slim Duffy en veut énormément à Tony Parker. Et croyez-moi, il n'est pas prêt de s'arrêter là. Malgré tout découvéreux, on vous a battu. C'est pas fini, Parker. C'est très loin d'être fini. Lors de leur deuxième match de la World Bass Cup, les i5 affronteront les Cosmos sur leur playground et ceux-ci, en arrivant à la base des Cosmos, se rendront vite compte qu'ils ne peuvent pas obtenir des informations sur leur adversaire car le signal était coupé. Et cette situation dérangera nos héros qui ont très souvent l'habitude de se renseigner sur leurs opposants avant chaque début de match. En arrivant à la base des Cosmos, Léo demandera à ceux-ci s'ils pouvaient aller faire un tour dans la base secrète que l'on surnomme RD26. Bienvenue, Hi-Fi. Interdiction de filmer et de photographier. Il paraît que vous détenez un alien dans la base RD26. On peut le voir. L'accès à la base RD26 est strictement interdit. Léo était persuadé que les Cosmos renfermaient dans leur base une entité extraterrestre, mais ses compagnons lui répéteront que les aliens n'existaient pas, ce qui continuera à intriguer Léo. Les Cosmos amèneront donc les i5 dans leur playground qui se trouvait à quelques étages plus bas de la base, et pour s'y rendre, ils utiliseront un ascenseur afin d'arriver au pied du terrain de basket. Et la subtilité de leur terrain est qu'ils se jouent en lévitation, ce qui va contrarier nos héros. C'est n'importe quoi. On n'a aucune chance contre eux. C'est même pas du basket. Vous connaissez le règlement de la fédération. Les équipes qui reçoivent ont le droit de choisir leur terrain. Léo était toujours persuadé que les aliens existaient et il n'hésitera pas à engrainer Mike dans son délire. Et ces deux joueurs, pendant que le reste des i5 s'entraînaient et analysaient les tactiques des Cosmos, partiront en douce pour s'infiltrer en cachette dans la base RD26, pour tenter de savoir ce qu'ils s'y cachaient. Et ils passeront donc par les conduits d'aération pour éviter de se faire repérer. Léo et Mike avaient involontairement franchi la ligne rouge de sécurité, ce qui avait alerté toute la base ainsi que tous les Cosmos. Les deux i5 finiront par se faire attraper par le coach des Cosmos et celui-ci les accompagnera vers leur équipe. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois, mais si je les reprends à fureté... Aucune chance, vous pouvez me faire confiance. Le match débutera donc entre les i5 et les Cosmos, et nos héros tenteront d'établir des stratégies pour pouvoir arriver au panier sans se faire piquer le ballon. Et c'est alors que Stella aura un coup de génie et se mettra à jouer de manière perso. Et tout cela en ignorant Rudy qui lui demandait constamment de lui faire la passe. C'est bizarre. On dirait qu'ils ne se font jamais de passe. Stella, t'es génial. Et à partir de maintenant, on ne se fait plus de passes. Et cette stratégie leur permettra donc de remporter leur match contre les Cosmos. Et en arrivant dans la Tipeee mobile, une entité non identifiée se manifestera dans la voiture de notre coach, ce qui effraiera tous les membres de l'équipe des i5. Oh, c'est lui, c'est l'alien. Je reconnais ses grognements bizarres. Camarade Léo, je te présente Maria, notre guenon qui habite dans la zone RD26. Et oui, les extraterrestres n'existent pas. Il s'agissait bel et bien en fait de la mascotte des Cosmos qui s'ingurgitait une banane. Pour le troisième. Qu'est-ce qui m'a fichu des abrutis pareils? On se remet en place. Papa, comment veux-tu que je travaille dans ces conditions? Du calme, ma chérie, on va la refaire. Pendant que ce drame se passait, les i5 arriveront en Inde pour y affronter les Bollywood Masala, où dans cette équipe se trouvait Om, le pivot de l'équipe, Kumar, le petit ami de Sally, vous comprendrez pourquoi j'ai mis des guillemets, Kajol et Sally, la capitaine. Mais vous vous demandez sûrement qui est le dernier joueur de l'équipe. Eh bien, il s'agit tout simplement de Dewey. Et si vous n'avez toujours pas reconnu ce personnage atypique, eh bien tout comme Sally, il provient du dessin animé très connu que je vous ai mentionné tout à l'heure, Sally Bollywood. Les i5, en arrivant sur le terrain de leur adversaire, se feront un petit match d'échauffement et surtout Rudy, car ils devaient affronter toute son équipe en 1 contre 5, y inclut leur coach.
Une fois que tout le monde était à l'abri, Rudy et Sally échangeront leurs regards. Mais apparemment cette situation n'avait pas l'air de plaire à une personne dans l'entourage de Sally. Elle est pas pour toi, Gringalet. Et arrête de la regarder comme ça, tu l'abîmes. Les deux équipes prendront donc un petit moment pour faire connaissance et Kumar balancera subitement la balle sur Rudy. Sally ira relever Rudy en lui demandant si il allait bien. Ça va? Oui. Moi, c'est Sally. Rudy, enchanté. Mia s'interrogera sur le comportement de Rudy et Tony affirmera que celui-ci était bel et bien amoureux de Sally. Et la réaction de Mia nous laisse penser que celle-ci est jalouse. D'ailleurs, vous êtes plus team Rudy Mia ou Rudy Sally? Dites-le moi dans les commentaires, je suis grave curieux de connaître votre opinion. Pendant ce temps, celui-ci ira se balader en direction d'un défilé de file indienne et de l'autre côté du trottoir, il apercevra quelqu'un au loin. Rudy se mettra donc à suivre Sally et les deux amoureux s'installeront sur le bord d'une fontaine et discuteront de ce qui se passe entre les deux. Sally, tu sais, ce qui se passe là entre nous, Oui, ça m'est jamais arrivé de... je suis d'accord. Moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Et pendant que ceux-ci étaient en train d'échanger, Mike, Léo et Mia étaient en pleine filature car ils apercevront Kumar en train de payer deux hommes baraqués pour blesser nos deux tourtereaux. Léo s'empressera donc de sortir son téléphone et filmera nos trois antagonistes. Et Sally et Rudy, se rendant compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, s'embrasseront subitement. Mais les deux hommes envoyés par Kumar étaient venus les déranger. Eh, vous deux, sortez votre thune. Quoi? Votre fric. J'ai rien et elle non plus. Tu sors avec une star et t'as pas d'argent? Mais nos deux joueurs ne se laisseront pas faire et se défendront tant bien que mal en se faisant des passes avec le ballon de basket de Rudy. Et nos trois high-five viendront à la rescousse de Rudy et Sally et les deux hommes menaçants se mettront subitement à prendre la fuite. Mia accusera disant qu'elle était bel et bien amoureuse de lui. Laisse ton cœur t'ouvrir les yeux. Si tu veux voir la vérité. Ben quoi, c'est une réplique de film de Sally. J'adore. Une réplique du film? Une actrice? T'es qu'une actrice et moi je suis un imbécile. Rudy, je n'y suis pour rien. Et au tout début du match, Sally viendra annoncer au high-five qu'ils pourraient repartir avec leur victoire car elle décidera de déclarer forfait pour prouver qu'elle n'a pas joué avec les sentiments de Rudy. Mais cette action ne plaira pas du tout à son père. Il n'est pas question que tu déclares forfait. Si tu perds ce match à cause de ce loser, je te jure que tu passeras les 3 ans qui viennent dans un pensionnat en Suisse sans plus jamais mettre le nez dehors. Le match débutera donc entre les deux équipes avec un Rudy qui avait l'air d'être totalement dans sa bulle. Et il écrasera involontairement le score du match en prenant une large avancée en termes de points contre les Bollywood Masala. Et une fois qu'il avait fini de vider son sac, Mia viendra lui demander s'il allait bien. Ouais, j'étais dans ma bulle, j'étais complètement dans le match. Tu m'étonnes, champion. T'as vu le score? Qu'est-ce que j'ai fait? Le père de Sally s'énervera contre son équipe, mais Rudy, se rendant compte qu'il venait de faire la plus grosse bêtise de sa vie, se mettra à mal jouer son match pour laisser la possibilité à Sally de pouvoir gagner ce match et éviter que celle-ci ne finisse dans un pensionnat en Suisse. Mais Tony avait remarqué que Rudy ne jouait plus correctement son match et il n'était pas le seul, car Sally aussi avait remarqué que celui-ci ne jouait plus du tout son match à cause de ce qui pouvait lui arriver. À quoi tu joues? Je peux pas te faire perdre, Sally. Ah oui, va sur le banc de touche alors, loser. T'as pas encore compris, loser? Comment t'as pu croire qu'une star comme moi pouvait t'aimer? Rudy, se sentant bête de s'être fait berner par une actrice, se remettra à jouer son match de manière agressive. Et il enchaînera les points afin de pouvoir remonter au score et Sally lui piquera la balle, mais Mia lira quelque chose d'étrange sur le visage de la capitaine adverse. Elle avertira donc Rudy qu'en fait Sally avait fait exprès de l'énerver pour qu'il puisse continuer de jouer son match et Rudy, ne la croyant totalement pas, contrairement sur la balle de basket et simulera une blessure aux chevilles. Elle décidera donc de jouer la carte de la victime à son père afin d'éviter de finir dans un pensionnat en Suisse. Et Rudy lui demandera si elle s'était vraiment fait mal, mais celle-ci lui dira ceci. Ne t'inquiète pas, je suis une bonne actrice. En fait, je n'ai rien. Rudy et Sally se quitteront sur un clin d'œil de Sally et les high-five ayant tout de même remporté ce match s'en iront de l'Inde et rentreront à San Antonio pour leur prochain match du tournoi. Pour leur 5e match du tournoi, les high-five se dirigeront en direction du Mexique pour y affronter les luchadores. En arrivant sur le terrain de basket, en forme de ring, nos héros resteront bouche bée devant toutes les acrobaties de style lucha libre que leur adversaire exécutait avec un ballon de basket. Les deux équipes finiront par faire connaissance, seulement il manquait un joueur du côté de l'équipe adverse, leur capitaine, King. Celui-ci ne pouvait pas accueillir les high-five sur son terrain car il n'avait pas son masque de catch. Et vous me direz, pourquoi cela devrait-il l'empêcher d'aller saluer les high-five sans son masque? Eh bien, dans les traditions de la lucha libre, dévoiler son visage sans son masque est une trahison éthique qui va à l'encontre de leur tradition. Mais King appellera l'un de ses joueurs pour lui demander de faire monter les high-five dans sa caravane afin de lui faire part de son problème. Problème que je le rappelle du coup lui empêcherait donc de jouer son match contre les high-five dû à la perte de son masque. Bienvenue les high-five. Je suis désolé de ne pas être venu moi-même vous accueillir. Oui, il paraît, tu as perdu ton masque. J'ai pas perdu mon masque. On me l'a volé. C'est lui le coupable. Et il était persuadé qu'il s'agissait de ce vieux monsieur dont on ignore son identité pour l'instant. Et King dira au high-five qu'il comptait récupérer son masque, mais qu'il était contraint de repousser le match à plus tard dans la journée. Et Tony lui demandera s'il avait besoin d'aide pour le récupérer, mais celui-ci niera son offre
et le rassura en lui disant qu'il allait régler ça illico presto. Les luchadores sortiront donc de la caravane en encerclant King et se dirigeront en direction de leur gymnase pour y aller rencontrer la fameuse personne qui lui avait volé son masque. Et pendant que ceux-ci discutaient avec ce vieux monsieur, Mia et Léo étaient en train d'observer la discussion depuis une fenêtre du gymnase. Et tout cela en filature. Et nos deux high-five apprendront la fameuse identité du voleur qui avait volé le masque de King. Ton grand-père était un grand champion, comme moi, mais toi tu fais honte à ta famille en abandonnant la lucha. Grand-père a été gravement blessé sur le ring, et pendant que toi tu allais combattre dans toutes les grandes villes du Mexique, il m'a supplié de ne pas suivre ses traces. Tu as préféré écouter un vieil homme plutôt que moi, ton propre père. Et oui, le voleur en question était en réalité le père du capitaine des luchadores. S'il souhaite récupérer son masque, il devra alors arrêter le basket pour reprendre le catch, car selon lui, le basket est un sport de mauviette, alors que le catch est beaucoup plus viril que le basket. Celui-ci balancera donc le masque et Luna et Soy tenteront de le récupérer, mais les frères Los Brotos les en avaient empêchés. Ça qu'à nous donner le signal, King. On se charge d'eux. C'est pas la peine, je veux pas de bagarre. Relâche-les, on s'en va. King est pas prêt de récupérer son masque. T'inquiète, moi, j'en fais mon affaire. C'est alors que Mia et Léo tenteront donc de récupérer le masque en douce. Je peux pas te parler là, Tony. Salut. Tiens, mais qui voilà? Nos deux héros se feront donc attraper par les deux frères Los Brotos et le père de King, et ceux-ci les ramèneront donc à Tony Parker. Léo expliquera à Tony que le père de King refusait de redonner le masque à King, et il rajoutera également que son paternel avait dit que le basket était un sport de mauviette, et que le catch valait bien mieux que ce sport de faible. Ce à quoi Tony répondra: Vous croyez ça? Non, je le sais. Dans ce cas, je vous propose un petit 1 contre 1. Vous n'aurez aucun mal à me battre. Le gagnant garde le masque. Les deux messieurs s'affronteront donc pour savoir qui garderait le masque. Tony sortira vainqueur de ce duel et il demandera donc au père de King de pouvoir lui rendre son masque. Mais celui-ci refusera car il ne le méritait pas selon lui. Et c'est alors que King sortira de sa caravane sans son masque pour donner une bonne leçon à son père. Tu oses te montrer en public sans ton masque? Tu n'as aucune fierté. Je te retourne la question, père. Tu n'as aucun sens de l'honneur. Alors pourquoi je serais différent? Je suis désolé, tu as raison. Voilà ton masque. King demandera donc à son paternel s'il souhaitait rester pour le voir jouer son match contre les High-Five, et celui-ci acceptera et le match débutera entre nos deux équipes. Après un match tendu et très serré, les High-Five finiront par remporter la victoire et partiront du Mexique avec Mia et Léo qui s'étaient un peu trop exposés au soleil, si vous voulez mon avis. Êtes-vous superstitieux? Si c'est le cas, alors j'espère que vous avez obtenu une bonne superstition de votre oracle concernant le déroulé du match des High-Five, car en effet, l'épisode démarre sur un plan où nous voyons les champions d'Anubis, les futurs adversaires de nos héros. Et ceux-ci demanderont au dieu des morts et tout-puissant Anubis quelles étaient leurs prédictions concernant leur classement dans la Bass Cup. Et est-ce qu'ils en sortiront vainqueurs, ou alors est-ce qu'ils en ressortiront perdants? Et Anubis répondra ceci. Vous triompherez tant que vous dompterez le pouvoir des pharaons. Les High-Five arriveront donc devant le playground des antagonistes, la pyramide d'Anubis. Ceux-ci contempleront donc cette ancienne architecture tout en se demandant où est-ce qu'ils allaient jouer leur match. Et à ce moment-là, les champions d'Anubis apparaîtront derrière une tempête de sable et salueront nos héros. Tony Parker demandera donc au capitaine de l'équipe adverse où est-ce que leur match allait se dérouler. Et celui-ci répondra à Tony qu'il comptait affronter 6 joueurs au centre de la pyramide. Et il imposera une condition très importante concernant le déroulement du match. À 5 heures pile. C'est le seul moment où le soleil éclaire l'intérieur de la pyramide par une minuscule fenêtre. Si les High-Five arrivent en retard, ils perdront par forfait. Et juste après avoir imposé ces conditions, les champions d'Anubis disparurent à nouveau derrière une nouvelle tempête de sable. Et en attendant le coup de sifflet du match, nos héros partiront visiter le bazar du coin, histoire de repartir avec quelques babioles et souvenirs. Et dans la folie du marché, Mike stressait en abondance au sujet des champions d'Anubis, car il était persuadé qu'ils avaient tous des pouvoirs surnaturels. Et quelques millièmes de secondes après, un vieil homme terminera sa phrase en mentionnant ceci. On raconte qu'ils ont signé un pacte avec l'esprit d'Anubis lui-même. En acceptant de porter ses couleurs, les champions ont reçu d'Anubis le pouvoir des pharaons. Chaque passe est effectuée quasiment à l'aveugle. Il y a un moyen de contrer les pouvoirs surnaturels des champions? Oui, vous pouvez dompter la puissance de la pyramide. Il donnera donc une carte où celle-ci conduisait jusqu'à la chambre secrète dans laquelle se trouvait une eau sacrée, et cette carte serait d'une grande utilité pour les High-Five car c'était selon eux la seule solution pour contrer la magie des champions d'Anubis. Ils retourneront donc à l'intérieur de la pyramide et Mia fera diversion pour ne pas attiser la curiosité de Tony. Denis, t'es là? Venez voir ça. On dirait une forme d'écriture très ancienne. Voyons voir. La plume, zigzag, boîte, bis, œil de faucon, pyramide inversée. Une fois que tous parviendront à s'échapper du regard de Tony et Stella, ceux-ci fonceront directement à la recherche de cette fameuse chambre secrète. Ils tenteront donc de comprendre la signification des symboles sur la carte qu'ils avaient reçue. Et pendant que ceux-ci étaient en train d'explorer les tréfonds de la pyramide, Stella et Tony, eux, avaient réussi à décrypter un message sur un des murs de la galerie d'exposition de la pyramide. Ibis, scarabée, scarabée, serpent. Alors c'est un avertissement. Ça dit,
Ceci est un lieu sacré. De nombreux pièges protègent ce tombeau contre ceux qui tenteraient de le profaner. Et après avoir vécu toutes ces péripéties, ils finiront par arriver dans cette fameuse chambre secrète, et en entrant dans cette pièce, ils seront accueillis par une personne, ou plutôt une statue. Qui êtes-vous pour venir troubler la quiétude du pharaon? On est les High Five. On vient chercher la puissance de la pyramide. Dans ce cas, vous avez bien fait de venir. Bienvenue dans la boutique des souvenirs de la pyramide d'Anubis. Ils comprendront que cette fameuse chambre secrète n'était qu'en fait un simple lieu touristique pour les touristes du coin. Et c'est à partir de cet instant que les High Five réaliseront quelque chose. Ils étaient méga en retard pour leur match, car souvenez-vous de ce qu'avait ordonné le capitaine des champions d'Anubis. Et le vieil homme les rassurera en leur indiquant la sortie la plus proche. Enfin, je dirais même qu'ils n'avaient juste qu'à actionner un levier, car le terrain était en fait plus proche qu'ils ne le pensaient. 17h30, le match peut enfin débuter, et les champions d'Anubis domineront dans la première mi-temps le match, mais perdront dans la seconde contre nos héros. Pour la toute première fois dans le tournoi, les High Five affronteront une équipe composée d'uniquement de jeunes joueuses égyptiennes, et celles-ci devaient venir jouer leur match à domicile chez les High Five à San Antonio. L'épisode commencera donc avec nos héros qui s'échaufferont un peu avant l'arrivée de leur adversaire, et quelques minutes après, un van assez négligé se pointera devant les High Five, et les deux équipes feront connaissance. Désolée d'être en retard. On a eu un petit problème de moteur. C'est un honneur de te rencontrer, Rudy. Je suis ta plus grande fan. Je m'appelle Mélanie P. Rudy, je suis ta plus grande fan. Je m'appelle Mélanie P. La capitaine des Amazones proposera donc un match de chauffe contre les High Five pour prendre la température, et celles-ci impressionneront donc nos protagonistes, mais Rudy ne se laissera pas impressionner et il montrera lui aussi de quoi il est capable. Mais un drame surviendra juste après un dribble de Rudy. Les disputes éclateront entre les deux équipes car les Amazones pensaient que Rudy avait volontairement foncé sur l'ICP, mais les High Five diront qu'elle s'est jetée de son plein gré sur Rudy. Tony proposa donc à la jeune joueuse d'aller voir un docteur, mais celle-ci refusera et rassurera Tony en lui disant que la douleur allait passer. Tony proposa donc aux Amazones de venir s'installer chez lui, dans sa villa, et avant de vous parler de Mélanie P, qui est en total crush sur Rudy, Mike et Léo étaient impatients d'offrir leur cadeau d'anniversaire à Stella. Et vous vous demandez sûrement pourquoi ceux-ci étaient impatients. Eh bien, je vous laisse comprendre pourquoi. On sait qu'on a un jour d'avance, mais on peut plus attendre. Joyeux anniversaire! Que ça peut être? C'est Destroyer 38! Vous êtes sûr qu'il est vraiment pour Stella, ce cadeau? Pour revenir à Mélanie P, celle-ci dira à Rudy qu'elle était grave fan de lui et que celui-ci était destiné à sûrement devenir un grand basketteur. Et celle-ci ajoutera aussi que son équipe avait pour habitude de donner un surnom à chaque joueur d'une équipe qu'elle affrontait sur le terrain, et elle n'hésitera pas à lui faire part des surnoms actuels qu'elle avait donnés pour les High Five. Et là, c'est Miss Intello, Mia, Fashion Victime, mais toi, tu sais comment on t'appelle? Magic Rudy. Qu'est-ce qu'elle a à le coller comme ça, celle-là? Que nous cache réellement Mia derrière toutes ces réactions? Eh bien, on le découvrira plus tard dans l'épisode, mais pour l'instant, de l'autre côté, l'ICP proposera à Mike et Léo de faire une partie du dernier Destroyer, le fameux cadeau qui, je le rappelle, était destiné à Stella. Et les deux garçons accepteront et se mettront à jouer avec elle. Et Léo dira que Stella ne savait pas ce qu'elle ratait, car son cadeau d'après lui était incroyable, et il ne comprenait pas la réaction de sa sœur. Et c'est alors que l'ICP lui révélera un moyen de savoir ce que Stella désirait réellement. Il y a un endroit où les filles écrivent tout ce qu'elles veulent vraiment. Leur journal intime. Laisse tomber. Si on fait ça, elle nous truffe. Et on en revient à Rudy, qui utilisera inconsciemment son Reese pour charmer Mélanie P. Mélanie P demandera donc la permission à Rudy de pouvoir prendre des photos avec lui pour son blog, et celui-ci acceptera. Génial, elle est trop chouette. Et Mia tentera de raisonner son petit ami, le capitaine de l'équipe, en lui disant que le but de Mélanie P était de diviser tous les High Five pour pouvoir mieux remporter leur match. Elle te manipule. N'importe quoi. Est-ce que les garçons peuvent être naïfs? Moi, je préfère être naïf qu'un rat de bibliothèque, Miss Intello. Miss quoi? Mike et Léo reviendront vers Stella avec cette fois-ci une liste de cadeaux qui pourraient potentiellement intéresser Stella. Mais bon, quand vous prêtez un peu d'attention à la liste, vous constatez très vite qu'on a l'impression que tous les cadeaux sont faits pour un rat de bibliothèque et non pour une jeune fille. Une encyclopédie, un télescope, un abonnement au musée. Mais c'est que des cadeaux d'Intello. Franchement, c'est comme ça que vous voyez? C'en est de trop pour Mike et Léo qui décideront d'infiltrer en douce la chambre de Stella pour mettre la main sur son journal intime. Mais malheureusement, une des joueuses des Amazones les avait vus entrer par effraction et celle-ci n'hésitera pas à aller balancer ces deux joueurs à Stella. C'est normal que les garçons fouinent dans votre chambre? Quoi? Ils sont en train de mettre le bazar partout. Qui vous a autorisé à entrer dans ma chambre? C'est l'ICP qui nous a dit que... Que quoi? Que si on voulait trouver un cadeau pour toi, Stella, fallait qu'on regarde dans ton journal intime. Oh, ça peut pas se passer
c'est comme ça. Mia, apprenant que celle-là était une ruse de l'ICP, foncera immédiatement vers la joueuse adverse pour lui mettre un coup de pression en lui disant que celle-ci avait mis en tête à Léo et Mike qu'ils devaient absolument aller chercher le journal intime de Stella. Et tout cela afin de pouvoir obtenir un potentiel indice de cadeau que celle-ci aurait voulu. De quoi tu parles? Fais pas l'innocente. D'encourager Léo et Mike à lire le journal intime de Stella. Je sais pas ce qu'ils ont inventé, mais ils mentent. C'est toi qui nous as dit de faire ça. Ouais, c'est vrai. Stella décidera donc de croire l'ICP, mais Mia ajoutera que cela n'était pas du genre de Mike et Léo de fouiner dans les affaires des autres. Mais Stella semblait définitivement convaincue de son idée, et Mélanie P viendra chuchoter à l'oreille de Rudy que sa capitaine était du genre à mentir très souvent. Et Mia, voyant Mélanie P parler à Rudy, se mettra directement sur le dos de cette joueuse. Et toi, l'allumeuse, c'est pas parce que Rudy est assez bête pour croire à ton manège que je vois pas clair dans ton petit jeu. Mais ça va pas ou quoi? Elle est du même avis que toi. Mais c'est pour nous diviser. Faut que je te le dise combien de fois? Mais t'es complètement parano, ma pauvre, va te faire soigner. C'est comme ça que tu le prends? J'ai besoin d'air, moi. Celle-ci, entendant la réponse de Rudy, fondra en larmes et s'en ira faire quelques paniers avant d'apercevoir Mélanie P et Rudy se diriger vers le terrain de basket de Tony. Et celle-ci les surprendra en pleine discussion concernant les sentiments que Mia ressentait envers Rudy. Et elle affirmera également que Rudy était totalement amoureux de Mia. Je suis désolé qu'elle t'ait dit ça. Elle est amoureuse de toi. Oh, et tu sais quoi? Je crois que t'es amoureux d'elle aussi. Mais non, je l'aime bien. C'est juste une copine, c'est tout. Rien de plus. Mélanie P, entendant la réponse de Rudy, tenta d'embrasser celui-ci, et Mia sortira de sa cachette pour interrompre ce cinéma. Tony rentrera finalement à la casa et annoncera que le match allait bientôt débuter. Du côté des Amazones, le plan se déroulait comme prévu et elles continueront de poursuivre leur stratégie de division tout en étant joyeuses à l'idée de savoir qu'elles venaient de semer le chaos chez les High Five. Le match débutera et les High Five joueront de manière soliste et ils ne se parleront presque pas sur le terrain, ce qui intriguera Tony. Les joueurs se mettront à jouer leur match de manière enfantine et Tony demandera un temps mort et celui-ci partira effectuer un coup de fil à l'un des joueurs d'une autre équipe que vous connaissez déjà si vous avez bien suivi cette vidéo pour tenter d'en savoir plus sur le comportement des Amazones. Amazon? Non, ne me dis pas qu'elles ont recommencé. Notre équipe s'est embrouillée, c'est ça? Tony reviendra immédiatement sur le terrain pour raconter à ses joueurs ce qu'ils ont subi en son absence. Je viens de parler aux Luchadores. Chez eux aussi, l'ICP s'est soi-disant blessé à l'entraînement. Et chez eux aussi, Mélanie P a séduit un joueur avant de le larguer le jour du match. Et elles ont provoqué aussi une bagarre dans l'équipe. On s'est tous fait avoir comme des bleus. Comment on va faire? Faites-leur croire que vous êtes toujours fâchés. Les High Five de nouveau réunis se mettront à jouer leur match et continueront de faire semblant de se disputer devant leur adversaire. Et Rudy marquera quelques paniers et remerciera à chaque fois Mélanie P de lui avoir révélé toutes les tactiques secrètes des Amazones, ce qui créera des divergences chez celle-ci. Merci, partenaire. C'est quoi ça? Tu l'aides ou quoi? Les High Five finiront par remporter leur match, mais de l'autre côté du terrain, c'était au tour des Amazones à présent de se disputer. Et du coup, vous vous demandez sûrement ce qu'il se passe réellement entre Mia et Rudy. Eh bien, je vous laisse avec ces images. Mélanie P a prétendu que toi et moi, on était amoureux. Elle délire complètement, celle-là. Je t'aime bien, mais t'es qu'un copain. Ouais. Nous sommes de retour dans le très célèbre terrain de Rucker Park à New York, mais cette fois-ci, nos héros n'affronteront pas les Pitbulls de Chicago, mais les Shaolin, les champions en titre. En arrivant sur le terrain, Léo apercevra une jeune fille se baladant dans la rue, et celle-ci portait le même bonnet de panda que Mike. Léo préviendra donc son ami de ce qu'il venait de voir, et Mike se ruera vers la fenêtre de la Tipeee mobile, puis il demandera à Tony de s'arrêter afin de pouvoir interpeller la jeune fille. Faut absolument que je parle à cette fille pour savoir où elle l'a eu. Vite, elle va partir. Mademoiselle, mademoiselle, attendez. Mais celle-ci, avant de rejoindre son taxi, avait jeté un petit sac de déchets dans la poubelle. Et ce petit détail n'échappera pas à Léo. Celui-ci s'empressera donc d'aller fouiller la poubelle pour mettre la main sur ce petit sac en plastique, pour pouvoir ensuite tenter de savoir où est-ce que cette jeune fille allait se rendre. Tony amènera donc son équipe à l'hôtel avant le match, et il ordonnera à son équipe de se reposer et de ne surtout pas quitter leur chambre avant son retour. Sauf que dans leur hôtel, il y avait des boutiques luxueuses, de quoi attirer la curiosité de Mia, une salle de sport, de quoi appâter également Rudy, qui lui n'arrivait pas à se reposer car il était en pleine forme, et Mike et Léo étaient partis recueillir plus d'informations en ville, après avoir trouvé un ticket de caisse de chez Fashion Paradise ainsi qu'un ticket de bus de Canal Street. Les deux sortiront en ville pour chercher la fille au bonnet de panda pendant que Mia faisait les boutiques et que Rudy s'entraînait à la salle de sport, et Stella tentera tant bien que mal de se connecter au wifi de l'hôtel, mais elle n'y arrivera pas. De l'autre côté de la ville, Mike et Léo continueront de chercher cette mystérieuse fille au bonnet de panda, et Léo apercevra cette fameuse fille dans la foulée du marché, et les deux High Five fonceront directement à y lui parler. Mais lors de leur course effrénée, ils bousculeront tous les citoyens, ce qui énervera la foule. La jeune fille sauvera les deux garçons de la foule acharnée et leur fera descendre une échelle pour les aider à fuir, et ceux-ci prendront la fuite. Une fois que les trois joueurs étaient à l'abri, ils feront connaissance et la jeune fille mentionnera à Mike le fait qu'il portait le même bonnet que elle. Merci, tu nous as sauvés. C'est normal, frère Panda. Je m'appelle Jade. Moi, c'est Mike et lui, c'est Léo. Salut
Salut Jade. Bonjour Léo. Une fois que Jade les avait emmenés dans le dojo où se trouvaient les Shaolin, tous se présenteront à Mike et Léo. Pendant ce temps, de l'autre côté de New York, Tony était déjà de retour à l'hôtel et que fut sa surprise lorsqu'il n'avait retrouvé que Stella dans sa chambre et celui-ci s'empressera d'aller chercher tous les high-five un par un pour aller jouer leur match. Vraiment désolé, c'est de ma faute, Tony. Silence, on réglera ça après le match. Allez, en voiture. Le match débutera donc et les Shaolin s'imposeront avec leur style de jeu unique et créatif, donnant du fil à retordre au high-five et malheureusement nos héros perdront leur match, mais le coach des Shaolin se dirigera vers Mike pour lui remettre ceci. Tu as bien joué, petit panda. Tu me rappelles plus que jamais ce jeune joueur que j'ai connu autrefois. Mais c'est mon père. Et il a été l'un de mes meilleurs élèves. Waouh! Papa était champion de basket. Croyez-vous au Père Noël? Personnellement, moi, oui. Et vous allez sûrement me demander pourquoi est-ce que je vous pose cette question. Et bien parce que nos héros vont affronter le Santa Cruz, une équipe de la basket qui provient tout droit de la Laponie. Et ceux-ci arriveront sur le terrain de San Antonio, et ce qui est intéressant est que tous les joueurs des Santa Cruz ressemblent à toutes nos croyances urbaines que nous avons sur Noël. Par exemple, si nous prenons leur coach, eh bien celui-ci d'une part se nomme Santa Claus, et il ressemble très fortement au Père Noël. Nous avons également Rudolph, faisant référence au 9e reine du Père Noël, qui celui-ci possède un nez rouge. Nous avons Doll, qui signifie en traduction française poupée. Nous avons aussi Teddy, qui fait également référence au petit ourson de Noël que l'on connaît tous, et pour finir, nous avons les deux jumeaux Dingle et Dangle, qui font référence au fidèle lutin du Père Noël. Et toutes ces similitudes intrigueront Léo. Et voilà comment on descend dans une cheminée. Les high-five découvriront par la suite les talents de basketteurs du Santa Cruz en les affrontant dans un mini-match d'entraînement. Et ceux-ci seront choqués de leur niveau. Après que nos héros aient pu faire la connaissance de leur adversaire, le Santa Cruz iront se reposer dans leur hôtel avant le match et les high-five feront de même. Enfin, sauf Léo et Mike, car celui-ci demandera à Mike de l'accompagner à l'hôtel où crêchait leur adversaire afin de pouvoir prendre en photo des preuves comme quoi son équipe affrontait réellement l'équipe du Père Noël. Car tous les autres joueurs de l'équipe lui répétaient en boucle qu'il ne s'agissait pas de l'équipe du Père Noël et qu'en plus celui-ci n'existait pas. Les deux high-five se rendront donc à l'hôtel et se feront passer pour des serveurs afin de pouvoir piquer la fameuse liste que tenait Santa Claus entre ses mains. Mike fera diversion en se déguisant en serveuse et proposera donc des serviettes et un journal au coach adverse pendant que Léo s'occupera de voler la liste de Santa Claus. Une serviette, monsieur. Merci, mademoiselle. Voulez-vous le journal également? Merci beaucoup. Je le lirai plus tard. Bonne journée, monsieur. Une fois que Léo réussira à piquer la liste, ils retourneront se cacher dans les buissons et ils apercevront tous les joueurs des Santa Claus en train d'emballer des cadeaux, ce qui éveillera et confirmera la curiosité de Léo. Une fois rentré à la villa de Tony, Léo s'empressera de montrer toutes les preuves à ses amis qu'il était bel et bien en train d'affronter l'équipe du Père Noël, sauf que Tony démontrera toutes ses trouvailles en quelques mots. Tu lui as piqué sa liste? Fais voir, c'est sa feuille de match. Désolé Léo, ce n'est pas le Père Noël. Le coup d'envoi est lancé, high-five contre Santa Cruz. Les deux équipes se donneront à fond, mais les high-five en sortiront vainqueurs. Le Santa Cruz félicitera donc les high-five et donneront leurs cadeaux à ceux-ci. Les high-five se dirigeront en direction de la forêt sacrée pour y affronter les Pow-Wow, une équipe de basket assez particulière car celle-ci possède uniquement des joueurs qui favorisent leur style de jeu avec des animaux totems. Lorsque les high-five arriveront dans la forêt, leur adversaire les attendait de pied ferme et ceux-ci, qui de base possédaient un comportement très amical auprès des high-five, se montreront très agressifs. J'ai des cadeaux pour vous. Tada! Ça vous plaît? Non, gardez-les. On n'en veut pas. Mais enfin, reprends tes cadeaux. On n'a rien à se dire. C'est rien, ça va leur passer. Ils sont super, Mia. C'est toi qui les as dessinés? Les high-five, ne comprenant pas le comportement de leur ami de la forêt, joueront un match d'entraînement contre les Pow-Wow. Et cette fois-ci, c'est officiel, quelque chose ne tourne pas rond dans leur esprit. Stella décidera donc de s'éloigner de ce véritable champ de bataille et tombera sur Bobby, qui semblait chercher quelque chose. La jeune fille l'interpellera et lui demandera ce qu'il cherchait. Bobby sera pris de peur car il ne s'attendait pas à être suivi, et c'est alors que celui-ci révélera une information cruciale qui pouvait expliquer le comportement étrange de ses camarades. Il y a 2 semaines, j'ai surpris le chef Kono ici avec 2 types d'une compagnie minière. Quelque chose semblait le préoccuper, mais sous la pression des 2 types, il a signé un document. Juste après, Fleur et les autres ont commencé à se comporter bizarrement. Les deux joueurs tomberont par la suite sur un chemin rempli de pétrole et ils décideront donc de suivre ce chemin et ils finiront par tomber sur une espèce de grotte où y étaient stockés des barils de pétrole. Bobby dira que ce liquide polluait grandement la forêt et que celui-ci pourrait influencer les agissements de ses camarades et leur faire passer du côté obscur. Stella demandera donc à Bobby pourquoi celui-ci n'était pas tombé du côté obscur comme ses coéquipiers et Bobby répondra tout simplement parce qu'il n'était pas là ces derniers jours. Et au même moment, le coach des Pow-Wow fera son apparition pour enfermer les deux joueurs dans la grotte car lui aussi semblait être passé du côté obscur. Laisse-nous sortir, ouvre cette porte, s'il te plaît!
Tony s'inquiétera de la longue absence injustifiée de Stella. Et c'est à ce moment-là que le coach des Powo viendra avertir Tony que leur match était sur le point de débuter. Mais Tony déclara qu'il lui manquait un joueur. Nous aussi, on a un joueur en moins. Et ça ne t'inquiète pas? Moi, non. J'ai vu Stella et Bobby partir vers la cascade de l'Aigle tout à l'heure. Ils ont dû aller nager et oublier l'heure. Le match débutera sans la présence de Stella et Bobby, et les Powo continueront de jouer de manière agressive comme pendant leur match d'entraînement. Sur le terrain, on ne jouait plus du tout au basket mais au rugby, ce qui énervera beaucoup Rudy, qui celui-ci voudra rétorquer de la même manière que leur adversaire. Je suis inquiet pour Stella, je vais la chercher. Je compte sur vous pour résister aux Powo. Ça veut dire qu'on peut rendre des coups? Non, pas question de vous abaisser à leur niveau, continuez à jouer réglo. Et celui-ci ne possédant pas d'indice pour pouvoir retrouver ses joueurs, se fera immédiatement guider par le totem de Bobby. Tony finira par retrouver les deux enfants et il les aidera à sortir de ce trou en grimpant sur une corde. Une fois de retour dans le match, Tony ira réprimander le coach adverse pour avoir enfermé 2 mineurs dans une grotte. Qu'est-ce qui t'a pris d'enfermer Bobby et Stella dans cette grotte? Ils ont mis leur nez là où il ne fallait pas. Le contenu de ces bidons est en train de polluer la forêt sacrée. Ils contiennent une matière inoffensive. Qui t'a dit ça? Les types de la compagnie minière? Bobby pense que les esprits qui vous guident sont en colère et qu'ils sont passés du côté de l'ombre. Il est un gamin, il ne peut pas comprendre. Le match reprendra son cours et Bobby réveillera tous ses amis ainsi que son coach en leur criant dessus, car leurs agissements étaient abusifs et ils semblaient tous avoir perdu l'esprit de la forêt. Le match finira par une victoire des High Five et le coach des Powo s'excusera à tous d'avoir pollué la forêt. Et il avertira tous ses joueurs qu'il comptait démissionner car ce qu'il avait fait était tout simplement impardonnable. Je vous ai trahi, j'ai renié mes convictions. Un homme qui reconnaît ses erreurs en ressort toujours grandi. Ce serait vraiment dommage pour les Powo de perdre un aussi bon coach. Je vais y réfléchir. Avez-vous déjà rêvé de devenir célèbre? Eh bien si c'est le cas, vous verrez très vite que cela n'est pas toujours agréable et les High Five le comprendront très vite car ils devront affronter les movie stars. Et ceux-ci étaient les stars du moment car la promotion de leur film, l'attaque du méga droïde, était à son apogée dans tout San Antonio. Et du côté de nos protagonistes, ils devenaient de plus en plus connus et ils finiront très vite par s'habituer à cette vie de star. Après leur entraînement, ils reprendront la route et sur le chemin, ils verront pas mal de panneaux publicitaires, mais pendant que ceux-ci contemplaient leurs panneaux, à leur effigie, ils verront un de leurs panneaux publicitaires se faire remplacer par une publicité du film de nos adversaires. Et d'un coup, une voiture rouge viendra doubler la Tipeee mobile. Qu'est-ce qui vous prend de défigurer nos panneaux? Ce ne sont plus les vôtres maintenant. Ouais, maintenant ils servent à faire la pub de l'avant-première de notre nouveau film ici à San Antonio demain soir. Ceux-ci seront contrariés par cette situation et rentreront très vite à la villa de Tony pour s'y reposer. Le lendemain, les High Five viendront s'entraîner et constateront qu'aucun fan n'était présent pour assister à leur entraînement, ce qui démotivera nos héros de s'entraîner. Et Tony, voyant ses joueurs attristés par cette situation, proposera de faire un break et d'aller voir leur adversaire s'entraîner, ce qui était une mauvaise idée. Voilà où ils sont passés, tous nos fans. Oh, c'est pas nous qui les encouragent là. Le lendemain, avant le début du match, le public sera de retour pour créer de l'ambiance durant le match et surtout pour accueillir la surprise inattendue des movie stars, le méga droïde en personne. Le match débutera et les High Five se feront dominer pendant la première partie du match et domineront par la suite la deuxième mi-temps en remportant non seulement le match mais aussi en sauvant le public. Car en réalité, le méga droïde se faisait contrôler par le capitaine des movie stars avec une télécommande à distance que celui-ci détenait, mais un jeune garçon dans le public, voyant la télécommande à proximité de sa main, décidera d'appuyer sur une des touches de celle-ci, ce qui par la suite déclenchera le mode attaque, mais comme je vous l'avais dit plus tôt, les High Five étaient là pour rattraper le coup. Et les movie stars étaient en train de perdre tout leur public de San Antonio pendant que les High Five étaient en train de le récupérer. Les High Five joueront leur match retour contre les Powo. Et souvenez-vous, la dernière fois que nos héros les avaient affrontés, ils avaient gagné de justesse. Tony décidera donc d'amener ses joueurs à leur terrain d'entraînement tôt le matin pour que ceux-ci puissent avoir le temps de bien s'entraîner. Et lorsque nos héros arriveront sur le terrain, un monsieur bloquera l'accès au terrain et celui-ci était accompagné de chimpanzés. Bienvenue les High Five. Voici mon équipe Winston, Nim et Bongo. Je suis Robbie, leur dresseur et leur coach. Robbie proposera donc aux High Five de récupérer leur terrain en affrontant son équipe de chimpanzés. Léo, Mike et Stella accepteront de relever le défi, mais Mia et Rudy refuseront le défi. Le match débutera donc avec Mia et Rudy sur le banc, et il faut savoir qu'il y avait un cirque dans la ville qui était de passage, et Tony trouvera ça très louche que ces 3 chimpanzés ne soient pas là-bas. Tony confiera donc comme mission à ces 2 joueurs de se rendre au cirque pour tenter de comprendre ce qu'ils se tramaient, et de potentiellement pouvoir résoudre le problème pour que les High Five puissent jouer contre les Powo avant que le coucher du soleil ne se pointe, car l'heure du match approchait à grands pas. Une fois que nos 2 tourtereaux arriveront au cirque, ils demanderont donc un renseignement au gérant du chapiteau. On se demandait
si vous connaissiez un certain Robbie Sawyer. Ah, Robbie, il m'a fait faux bond à la dernière minute. Il a claqué la porte et il est parti. Pourquoi il a fait ça? Et il a découvert que j'allais le virer. Pourquoi? Son numéro est démodé, une bande de singes, ça n'attire plus personne. Mia proposera donc un marché afin que celui-ci puisse aller parler à Robbie. Monsieur Zabini, vous avez toujours besoin d'un numéro? Ça, oui. On s'en charge, si vous promettez de faire sortir Robbie et ses singes de notre terrain. Bienvenue au cirque. Ouais. Une fois que celui-ci acceptera, Rudy et Mia devront animer un numéro avec un ballon de basket et leur but primaire était de satisfaire le public. Et de l'autre côté de San Antonio, les 3 autres membres des High Five peineront à jouer contre les 3 chimpanzés. Et Stella aura soudainement un éclair de génie afin de pouvoir battre l'équipe adverse. Par ici, mon joli, regarde ce que j'ai pour toi. Mais enfin! Quelques temps plus tard, Mia et Rudy auront réussi leur spectacle et le gérant du cirque devait à présent respecter son engagement. Aller parler à Robbie. Vous avez été grandiose, incroyable, inouïe. On pourrait partir en tournée. Certainement pas, on avait un accord, vous vous rappelez? On fait un numéro et vous venez récupérer Robbie et ses singes. Oui, vous avez raison. Allons-y, mon camion est garé devant. Le gérant du chapiteau réembauchera Robbie et tout rentrera dans l'ordre. Robbie s'excusera envers les High Five pour le dérangement causé et ceux-ci accepteront. Bien joué, les High Five. Vous avez vaincu mon équipe. Pourquoi vous avez fait ça? Pour être franc, j'espérais qu'en gagnant et en ayant le public de mon côté, je pourrais récupérer notre travail au cirque. Aujourd'hui, nos héros n'ont pas de match pendant une semaine, et du coup, ceux-ci prendront la décision de prendre quelques jours de vacances. Mais cette idée déplaira à notre coach, car celui-ci avait concocté un entraînement spécial pour ses joueurs. Et pour cet entraînement, il avait décidé de ramener les Cowboys, une équipe participante également au tournoi de la Bass Cup, pour les aider à s'entraîner. Mais les High Five, sauf Rudy, feront exprès de mal jouer leur match d'entraînement pour faire grève. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème, les High Five? On veut nos vacances. Quelles vacances? On a une semaine sans match. On voudrait se changer les idées. On est épuisés. Bien, vous allez pouvoir vous reposer maintenant, je vous laisse tranquille. Tony quittera alors le terrain et potentiellement son ancienne équipe, et Léo sautera de joie car il avait finalement obtenu ce qu'il désirait, et toute l'équipe sera inquiète car elle n'était pas sûre de comprendre les derniers mots de Tony, je vous laisse tranquille. Rudy et Stella se dirigeront donc vers le stadium pour espionner Tony, qui celui-ci se trouvait aux côtés des Cowboys, et Wyatt, le capitaine de cette équipe, proposera à Tony de rejoindre son équipe en tant que coach, car leur ancien coach avait pris la retraite. Mais nos espions ne laisseront pas Tony partir de leur équipe aussi facilement. Non, Tony, tu peux pas accepter. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas nous abandonner après tout ce qu'on a vécu. On a des liens forts, les High Five, c'est vrai. La question c'est, est-ce que je ne perds pas mon temps avec vous? Wyatt proposera donc d'affronter les High Five, et si ceux-ci gagnaient, ils pouvaient garder leur coach. Mais s'ils perdent, eh bien Tony devra rejoindre les Cowboys en tant que coach. Le match débutera donc entre les deux équipes, et les High Five finiront par remporter le match et leurs vacances. Pourquoi t'as pas voulu nous donner des vacances avant? À mon sens, vous n'étiez pas prêt pour le match suivant, mais grâce au match d'aujourd'hui, vous m'avez prouvé que vous aviez le niveau. T'allais pas arrêter de me coacher? Pour connaître la vérité, il faudrait savoir lire dans les saucisses. Celles qu'on va manger au barbecue. Avant la finale, Rudy était en train d'espionner Slim car celui-ci était en train d'installer des pièges sur le playground sur lequel la finale allait être jouée entre les High Five et les Black Pirates. Mais lorsque Slim tournera la tête, il apercevra Rudy et il le prendra en chasse. Reviens ici, petit garnement. Il est parti par là. Oh, mais toi, allez, petite vermine. Tony s'inquiéta de l'absence de Rudy, et puis soudainement, il recevra un appel venant de l'hôpital, le prévenant de l'accident que Rudy avait subi. Tous les High Five étaient partis voir leur capitaine, et le médecin annoncera au héros que Rudy avait bel et bien perdu la mémoire, mais que cela n'était pas définitif. Vous êtes Tony Parker? Tu ne me reconnais pas? Mais bien sûr que si. Vous êtes mon idole. Et comme... Est-ce que tu sais qui on est? Non, je devrais. Une fois que ceux-ci repartiront avec Rudy à la Casa Parker, tous les joueurs tenteront de lui faire remonter ses souvenirs. Chaque High Five racontera au capitaine comment celui-ci l'avait recruté dans l'équipe. Et je ne vais pas trop vous détailler le recrutement de chaque joueur, car je l'ai déjà raconté dans cette vidéo-là. Je vous invite fortement à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et une fois que ceux-ci finissèrent de lui raconter leur rencontre et leur recrutement dans l'équipe, Slim débarquera chez Tony pour prendre des nouvelles de Rudy. Mais bon, connaissant le personnage, celui-ci était plutôt content de voir la pièce maîtresse des High Five en position de faiblesse. Comment ça va, Rudy? Les pirates sont inquiets, ils se demandent si tu seras prêt pour la finale. Oh, mon pauvre, ça ne va pas. Ça suffit, je te conseille de partir. Les High Five tenteront donc de faire retrouver la mémoire à Rudy en le ramenant dans les derniers endroits que Rudy avait fréquentés avant sa perte de mémoire. Non mais ça va pas. Ça va? Je me souviens de tout, les gars. C'est vrai? Ouais, je me souviens même de l'odeur de tes chaussettes qui puent. Elle pue pas? Ouais, ça me revient, ça aussi. Tu dis toujours ça. Et celui-ci se souviendra de l'endroit où Slim avait placé ses pièges.
finale finira par débuter et Rudy semblait avoir retrouvé la mémoire jusqu'à ce que ses camarades lui énumèrent des noms de stratégies qu'il avait oubliés. Le boulet de canon, c'est l'attaque fétiche des jumeaux Sec et Cash. Ah bon? Mon attaque breakdance, ça te parle? Et le 9. Oh, désolé, je peux pas mener le jeu sans connaître les tactiques. Arrête, Rudy, on va trouver une solution. Ouais, pas question de jouer la finale si tu n'es pas capitaine. Non, c'est trop risqué. Stella, c'est toi le capitaine. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Rudy, tu fais circuler le ballon. Mais si tu as une occasion de shooter, vas-y. Nous, on s'occupe des tactiques de jeu. Rudy, ayant retrouvé l'intégralité de sa mémoire lors du match, avertira donc Tony que Slim était en train de contrôler le terrain depuis une salle annexe hors du terrain et notre coach s'empressera d'aller arrêter une bonne fois pour toutes Slim. C'est terminé. C'est loin d'être fini. J'ai encore tout un tas de surprises en réserve. C'est terminé, je dis. Le terrain retrouvera donc sa forme d'origine et les High Five remporteront la grande finale en massacrant les Black Pirates. Et nos héros remporteront la World Bass Cup. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésite pas à mettre un petit like, ça peut m'aider, ça coûte rien. Et si tu aimes bien les sujets qui touchent un petit peu à la nostalgie, aux souvenirs de l'époque, ou même aux classiques de l'époque qu'on a connus, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, parce que sur cette chaîne, tu y retrouveras pas mal de trucs liés à ton enfance que tu as sûrement dû connaître quand tu étais petit. Et avant que je vous laisse, c'est vrai que je publie jamais, et quand j'ai un compte TikTok, pour ceux qui veulent aller me suivre là-bas, je publie pas mal de formats courts, je traite pas mal de sujets liés à la nostalgie là-bas, donc si tu es intéressé, tu trouveras mon compte TikTok en description, et je t'affiche même à l'écran tellement je suis gentil. Ceci étant dit, c'était ton G-Face, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et si je dis pas de bêtises, la prochaine vidéo est une énorme masterclass. J'en dis pas plus, à la prochaine.